magnifique. J'ai été obligé pour le besoin du spectacle de ne pas d'aller au fond de la salle, mais je t'ai écouté, les coulisses, je sais ce que tu as dit. Merci 1000 fois, et merci à vous tous d'être si nombreux. Cette salle est immense, vraiment merci. Je vous ai dit une chose très simple. Asseyez-vous d'abord. Je voulais mettre une chanson, et puis on ne pouvait pas, mais il y avait une chanson de Johnny Hallyday que j'adore, qui était Debout. Et cette chanson, je l'ai écoutée tout à l'heure, et on n'avait pas les droits, alors on a respecté la légalité, mais elle était tellement belle. Et ce que je veux vous dire très sincèrement à tous, c'est que je vous aime. Et j'avais envie de vous embrasser chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, mais vous étiez un peu nombreux. Mais sincèrement, voir vos regards, vos mains tendues, votre ardeur, votre amour de la France, votre amour de la liberté, eh bien on se dit, tous les efforts qu'on a faits depuis des années, tout ce qu'on donne à notre pays, eh bien on le donne ensemble. Et c'est la plus belle communion qui soit. Vous êtes l'honneur de la France aujourd'hui, l'honneur de nos parents, de nos grands-parents qui sont morts pour notre pays. Et vraiment, merci immensément pour eux, pas que pour moi. Vous faites honneur, et si l'honneur a encore un sens dans ce monde, si l'honneur a encore un sens dans cette campagne indigne de nos valeurs, indigne de cette certaine idée de la France du général de Gaulle. Oui, l'égalité, piétinée, il n'aime pas l'égalité entre les citoyens, entre les candidats. La liberté d'expression, bafouée par une propagande des oligarques aux ordres du petit monarque. La fraternité entre les Français, évanouie, car pas de débat, pas d'échange. Ils veulent limiter les gens, les enfermer, les empoisonner. Voilà leur vision de la société. Pas de liberté, pas d'égalité, pas de fraternité. Tout le contraire de notre devise qui s'est forgée au fil des siècles. Tout le contraire. Alors oui, un homme s'est frotté les mains, croyant enfermer les Français, croyant faire main basse sur le pays, faire main basse sur cette campagne. Mais il y a toujours un grain de sable. Il n'y a pas de crime parfait. Ça n'existe pas. Et il n'avait pas vu que le peuple français, même s'il fait semblant de dormir, comme un chat assoupi, garde une oreille tendue. Et a bien vu que sa volonté de refuser le débat, que sa volonté de mettre cette propagande organisée, cette volonté d'instrumentaliser le drame ukrainien à son service, était indigne d'un président de la République. Et oui, il y a toujours un sursaut, car le grain de sable dont je vous parlais, c'est le mépris. Cet empereur romain qui disait « Vous pouvez tondre un peuple, le peuple, mais prenez garde à ne jamais l'écorcher. » Eh bien Emmanuel Macron, il nous écorche. C'est ça la réalité. Le mépris du refus de débattre. Le mépris de votre argent, de notre argent gaspillé pour les copains. Le mépris du conflit d'intérêts permanent. Le mépris de la manipulation des esprits. Alors oui, je vous le dis, j'en suis convaincu, les Français vont se réveiller ce week-end, dimanche. J'en suis convaincu. Les Français vont se lever. Car dans notre histoire, dans notre grande et longue histoire millénaire, c'est toujours quand tout semble perdu que tout à coup une petite voix résonne dans le cœur des Français, dans l'esprit, l'espérance, la fameuse espérance de Bernanos, ce fameux désespoir surmonté. Cette petite flamme, elle s'allume, oui, toujours quand on croit que c'est perdu, toujours quand on se croit seul. Eh bien aujourd'hui, le rassemblement que nous avons, magnifique, tous ensemble, c'est cette petite voix de l'espérance qui va parler à l'esprit des Français et qui va les réveiller ce dimanche, j'en suis convaincu. Et c'est votre travail, c'est notre travail à tous.
compatriotes vont peut-être une nuit, avant dimanche, vivre un cauchemar. Ce cauchemar, c'est imaginer Macron réélu 5 ans de plus. Ce cauchemar, c'est des millions de nouveaux pauvres avec la retraite à 65 ans. Ce cauchemar, c'est 50 parcs éoliens qui vont défigurer tout notre littoral. Ce cauchemar, c'est l'université payante. Ce cauchemar, c'est la vaccination obligatoire. Ce cauchemar, c'est l'identité numérique européenne. Oui, ce cauchemar, c'est ce monde orwellien où ils vont fusionner l'identité numérique, le carnet de santé et l'argent sur une seule application. Et là, les Français seront des objets, ils ne seront plus des hommes, des citoyens. C'est ça l'enjeu de cette élection, le 10 avril. Alors, l'enjeu, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. L'enjeu, c'est ce que nous avons hérité de nos parents et que nous avons le devoir de transmettre à nos enfants, intacts, toujours aussi vivants, toujours aussi forts. Et mon projet il est tellement simple. Mon projet, c'est vous rendre notre France. Mon projet, c'est vous rendre la France qu'on aime. Mon projet, c'est celle dont on est fier. C'est à nouveau vibrer pour notre pays. Alors, je veux vous dire une chose très simple ce soir. Rien n'est joué, contrairement à ce que l'on veut vous faire croire avec les sondages qui ne valent rien. Franchement, tout est possible. Tout est possible parce qu'il y a 20 millions de Français qui n'ont pas encore choisi. Et je le dis à ces Français, à ces 20 millions de Français qui hésitent, qui ne savent pas quoi voter, qui ne savent même pas s'ils vont aller voter. Eh bien, je leur dis, oui, le 10 avril, vous allez jouer l'avenir de la France en fonction de votre vote. Vos enfants seront des esclaves ou ils seront libres selon votre vote. C'est à vous de décider maintenant. Je peux le dire parce que cette réunion est l'aboutissement, certains l'ont dit et je les en remercie, ceux qui m'ont devancé ici, est l'aboutissement du combat de ma vie pour cette certaine idée de la France. Je suis souvent moqué parce qu'ils ne comprennent pas qu'on puisse être fidèle à des idées. Ils ne comprennent pas que l'on puisse être désintéressé. Ils ne comprennent pas que l'on puisse être sincère. Ils ne comprennent pas que l'on puisse être cohérent. Voilà pourquoi je le fais et que je n'ai absolument rien à perdre. Je le fais. Vous avez été. Et je vous le dis aujourd'hui. Si je peux être devant vous, aussi libre, c'est parce qu'à chaque fois que j'ai eu une décision à prendre, je l'ai faite uniquement en fonction de l'idée que je me faisais de l'intérêt général de mon pays, la France. Je l'ai fait quand j'ai été rencontrer Philippe Séguin, ce géant qui malheureusement n'a pas pu aller au bout de son destin et qui est mort de chagrin. Et je lui dédie aussi cette journée. Je l'ai fait quand en 2005,
il fallait, alors que le non-référendum était donné à 25% dans les sondages, il fallait prendre position et je l'ai fait contre mon parti, alors que tout le monde m'a dit que j'étais fou, que c'était pas possible, qu'on n'y arriverait pas. Et encore quelques jours avant, l'arrogance des éditorialistes du système qui nous recevaient en nous expliquant que le oui allait gagner. Et c'est le non qui a triomphé parce que le peuple s'est révolté. Beaucoup d'entre vous sont trop jeunes pour se souvenir de ce moment héroïque où la France rassemblée a envoyé balader l'oligarchie qui veut détruire le pays depuis tant d'années, depuis le départ du général de Gaulle. Parce qu'en fait, il n'avait jamais digéré qu'un homme libre gouverne la France, qu'un homme libre donne l'indépendance à la France, qu'un homme libre soit un géant parmi cette armée de nains qui nous veut gouverner à sa place. Et voilà pourquoi notre devoir, c'est de ressusciter cette France libre qui est la nôtre. Alors oui, je l'ai fait aussi quand en 2007, on me promettait monts et merveilles, que j'ai claqué la porte de l'UMP comme toi, Florian, tu as claqué la porte d'un autre parti, parce que tu as préféré être seul, comme moi j'ai préféré être seul, mais nous n'étions pas seuls, nous incarnons des millions de Français. Et aujourd'hui, 15 ans après, ce parti est en train de disparaître, parce qu'il est englué dans ses contradictions. Mais nous avons décidé il y a 15 ans qu'il fallait être du côté de la liberté, du côté de l'indépendance de la France, et pas du côté de la compromission. Ensuite, nous sommes partis à quelques-uns, les sonnés. On nous promettait l'enfer, la disparition, la solitude, parce que nous défendions nos convictions, parce que nous n'étions pas avec la meute, parce que nous ne cherchions pas des ministères, des décorations, des postes, de l'argent. Mais nous avons tenu, et nous avons sauvé l'honneur du gaullisme, et nous avons sauvé l'honneur de la France. Et puis, nous avons reconstruit pas à pas une famille gaulliste. Et je vous en remercie parce que ceux qui êtes là, vous avez suivi toujours dans la difficulté, dans l'épreuve, et vous avez tenu. Et parce qu'on a tenu, on est tous là. Parce qu'on a tenu, on peut incarner la liberté de cette élection présidentielle. Et parce qu'on a tenu, on peut incarner l'indépendance de la nation, l'indépendance éternelle, sans laquelle la France n'est plus la France et terminerait son histoire millénaire comme ça, vachie, la petite, rétrécie au service de Van der Leyen ou de Pfizer. Mais il y a eu d'autres étapes. Oui, il y a eu l'étape de 2017. Et j'en suis fier d'avoir choisi la patrie contre la compromission macroniste. Là aussi, on a été traîné dans la boue par tous les chiens du système. On a été traîné dans la boue par tous les chiens du système. Et on a tenu. Et je veux donner une mention particulière à mes électeurs de hier, de la 8e circonscription. Les sondages, on me donnait perdant avec 40% des voix contre 60% pour le député candidat macroniste. Eh bien, on a gagné avec 53%. Et les électeurs l'histoire politique est longue. Et si je vous le dis, c'est parce qu'on est un peu cabossé de partout, à force de prendre des coups. Mais on est capable de les rendre, parce qu'on est avec vous. Et Providence, une nouvelle étape, l'arrivée des patriotes, la conjonction de... échapperait à la logique des chapelles, à la logique des divisions. Et je remercie les patriotes ici présents parce que la communion avec la France, parce qu'on s'oublie soi-même, on oublie nos politiques, les partis politiques,
ne sont là que pour servir des idées et pas des intérêts. Et je vous remercie du fond du cœur, amis patriotes, d'oublier vos boutiques. Comme je remercie du fond du cœur Charles-Henri Gallois d'oublier sa boutique Génération Politique. Et je vous remercie aussi tous ceux qui dans la salle viennent de l'UPR en oubliant les égos, les jalousies et sont là avec nous. Je remercie les gaullistes LR. Martine, tu es le symbole de tous les gaullistes de LR qui maintenant ont compris qu'ils finiront chez Macron et qui nous rejoignent, comme je remercie ceux qui viennent de la gauche. Je remercie aussi ceux qui viennent de la gauche, parce que quand la France est en danger, on ne regarde pas la couleur politique des uns et des autres. Quand la France est en danger, on se rassemble au-delà de nos couleurs partisanes. Alors, tous ensemble. Nous sommes rassemblés parce que nous sommes des résistants. Nous sommes rassemblés car nous savons que la bataille finale commence entre ceux qui aiment la France et ceux qui veulent la tuer. Nous sommes des résistants parce que nous savons qu'il n'y a que deux côtés de la barricade et nous sommes du côté de la liberté contre l'oppression. C'est ça le combat d'aujourd'hui. C'est ça le combat de cette élection présidentielle. Mais mes amis, si nous entamons aujourd'hui, j'en suis sûr, le combat décisif pour l'indépendance de la France, ça dépasse la souveraineté, c'est l'indépendance de la France. Car Emmanuel Macron réélu, ce serait la fin de la France. Voilà pourquoi nous entamons aujourd'hui, je le dis solennellement, le combat pour l'indépendance de la France. Mais cette indépendance que nous chérissons tant, ce n'est pas pour dire on est indépendant. On est souverain, mais on est souverain pourquoi? Pour quelle vision? Pour quel projet? Et je veux donc aujourd'hui vous définir rapidement, rassurez-vous, cette vision de la France. Nous sommes indépendants pour une France, une certaine idée de la France. Et la France que nous aimons, vous la connaissez. C'est la France libre, c'est la France forte, c'est la France juste. Alors, la France libre comment? D'abord, en redonnant le pouvoir au peuple. Par la souveraineté du peuple, par le suffrage. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire le référendum. Le référendum, nous n'en avons pas eu depuis 2005, 17 ans. Le référendum n'est pas seulement le référendum que je pourrais vous octroyer en tant que président. Le référendum que vous pourrez solliciter, imposer en tant que citoyen. C'est le fameux référendum d'initiative citoyenne. Ce référendum d'initiative citoyenne, ne croyez pas que je l'ai inventé à la suite des Gilets jaunes. Si vous retrouvez ma profession de foi de 2012, eh bien, il s'appelait référendum d'initiative populaire. Et je suis absolument convaincu que nous recréerons un lien de confiance entre les Français et les dirigeants, que nous redonnerons de l'oxygène à nos démocraties, que si à un moment donné, nos concitoyens voient concrètement que le vote est utile. Voilà pourquoi le modèle suisse est exceptionnel. Est-ce que la Suisse est mal gouvernée? Est-ce que la Suisse est une pétrolière? Est-ce que la Suisse a des bas salaires ou des hauts salaires? Est-ce que la Suisse a du chômage ou le plein emploi? Vous connaissez la réponse.
La Suisse est exceptionnellement bien gérée parce que la Suisse a fait confiance à ses citoyens. Eh bien, je veux à nouveau qu'on retrouve une France qui fait confiance aux Français. Donner le pouvoir au peuple, donner le pouvoir au peuple, ce n'est pas simplement se restreindre au RIC, au référendum, au vote blanc, au casier judiciaire vierge. C'est aussi faire en sorte que ces votes soient sur des compétences, sur toutes les compétences. Parce que si on ne vote que sur des domaines résiduels et que le reste des décisions est pris à Bruxelles, à ce moment-là, ce serait une illusion. Voilà pourquoi il n'y a pas de combat pour la souveraineté du peuple qui ne passe pas par le remplacement de l'Union européenne par une Europe des nations libres et des projets à carte. C'est la seule solution. Alors, vous pouvez l'appeler Frexit, je peux l'appeler l'Europe des nations libres, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est l'Europe où la France est indépendante, où elle contrôle ses frontières, où les lois sont supérieures, où le budget est le nôtre. C'est la fin, oui, de l'Union européenne, avec, mon cher Charles-Henri, rassure-toi, un référendum sur l'appartenance et, je l'espère, un référendum sur un traité alternatif qui permette d'organiser la coopération qui, je le maintiens, doit aller de l'Atlantique à l'Oural, car l'Europe de demain, n'en déplaise ce qu'on vous dit, l'Europe de demain, si elle veut exister comme civilisation, devra inclure, après Poutine, la Russie éternelle qui a vocation à être dans ce grand ensemble. Et je le maintiens, vous savez, sur ces affaires graves. Ne comptez pas sur moi pour hurler sous le coup de l'émotion de cette tragédie. Et je veux dire un mot là-dessus, car quand on prétend pouvoir être président de la République, on doit avoir la tête froide et ne pas surfer sur les atrocités de crimes de guerre, comme le fait avec dégoût Emmanuel Macron. On ne doit pas entraîner la France. On ne doit pas entraîner la France dans la guerre, comme le général de Gaulle a refusé d'entraîner la France dans la guerre du Vietnam, comme Jacques Chirac a refusé d'entraîner la France dans la guerre en Irak. La compassion que j'ai pour le peuple ukrainien qui souffre, martyrisé par cette guerre, ne doit pas nous empêcher d'avoir un cerveau sur l'avenir de l'Europe. Et je vous le dis, mes amis, dans ces circonstances très graves, il y a besoin de sang-froid, il y a besoin d'un plan de paix, il y a besoin de la neutralité de l'Ukraine, il y a besoin de l'autonomie du Donbass, il y a besoin d'élections libres sous l'ONU, il y a besoin d'écarter ceux qui plongent le continent européen dans le déclin. Car ne l'oubliez pas, la guerre de 14 a signé un recul tragique du continent européen pour un demi-siècle. Et si nous tombions dans le même piège à cause du conflit régional ukrainien, ce serait la sortie de l'histoire de l'Europe. Nous pousserions la Russie dans les bras de la Chine, l'Europe serait le serviteur des États-Unis, il n'y aurait plus d'Europe. Et s'il n'y a plus une civilisation européenne, il ne peut pas y avoir non plus de France libre. Voilà pourquoi la France aurait dû, dans ce terrible conflit, face à cette agression, oui, mais face aussi aux surenchères des uns et des autres, la France aurait dû avoir la seule position qui vaille, celle de l'indépendance et du bien commun universel. Alors oui, l'Europe que j'aime, c'est l'Europe des drapeaux européens, c'est l'Europe qui laisse les nations vivre dans leur démocratie, c'est l'Europe qui organise des coopérations à la carte à 2, 3, 4 pays sur une base volontaire. Nous allons balayer tout ça, cela viendra, ne vous en faites pas.
mais il faudra du temps pour déjouer la propagande. Et c'est l'enjeu majeur aussi de cette élection. Enfin, un peuple libre, c'est quoi? C'est un peuple où on peut s'exprimer librement. C'est un peuple où on ne cadenasse pas les opinions. On ne caricature pas la diversité des points de vue. C'est un peuple qui a des médias qui sont libres et ne jamais, relisez Marc Bloch sur les 30 défaites. N'oubliez jamais que la déconfiture de la collaboration a été nourrie par une presse d'entre-deux-guerres pourrie et que la reconstruction dans le Conseil national de la résistance s'est faite avec la reconstruction d'une presse libre. Car oui, la démocratie a besoin de journalistes indépendants, de journalistes libres et de oligarques. Voilà pourquoi il faudra interdire, comme aux États-Unis d'ailleurs, et au Brésil, que des oligarques qui dépendent des commandes d'État puissent être propriétaires de médias. C'est inadmissible. Il faudra inventer un statut de fondation qui permettra aux journalistes de faire leur métier sans être influencés par des intérêts, sans obéir à des éditorialistes corrompus, vendus au système. Et je fais appel aux jeunes journalistes libres qui aiment leur métier, et on a besoin d'eux. Je fais appel à eux, parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent renverser ce système de propagande quotidienne en faveur d'Emmanuel Macron. C'est sur eux qu'on compte, et on peut les applaudir. Je vous demande de le faire. Pendant cette campagne, souvent en province, j'ai rencontré de jeunes journalistes qui aimaient leur métier, qui posaient des questions différentes, qui s'intéressaient au fond des choses, qui vivaient comme les Français. Et comme vous, je suis convaincu qu'on reconstruira la France à partir de cette belle jeunesse qui a envie de liberté, d'égalité, de fraternité. Oui, c'est possible. Ne soyez pas pessimistes. On y arrivera. Une France libre, enfin, c'est la France, bien sûr, et je vais pas revenir dessus parce que Florian en a parlé, Maître Division en a parlé. C'est la France, bien sûr, où on n'aura pas à l'oreille, comme les vaches, une espèce de truc, comment t'appelles ça, toi qui étais agricultrice, une bague à l'oreille. La bague à l'oreille, c'est le QR code. Vous avez accepté d'être bagué comme un cochon, comme une vache. Nous ne sommes pas des vaches, nous ne sommes pas des objets. Nous n'avons pas besoin d'un QR code sur le front. C'est ça l'enjeu. Comment, Français, avez-vous pu accepter cela? Comment avez-vous pu accepter cela? Et je vous le dis, moi je suis là pour vous dire, vous méritez autre chose. Vous méritez autre chose. Alors, je vous le dis, Didier Raoult sera mon ministre de la Santé. La santé, la liberté de prescrire des médecins sera supérieure aux valises de billets des laboratoires pharmaceutiques. C'est ça la réalité. Il faudra nettoyer les écuries d'Aujas, nettoyer le ministère de la Santé, nettoyer Bercy, nettoyer les musées. On va nettoyer tout ça. Et on n'attendra pas le parquet financier.
Ils n'ont pas simplement joué avec nos libertés, ils ont joué avec nos corps, ils ont joué avec nos êtres, ils ont tué des Français en refusant les soins précoces qui auraient pu sauver des milliers de vies. L'Institut Pasteur de Lille, qui a été bloqué dans ses recherches, l'ivermectine qui n'a pas été donnée outre-mer de manière scandaleuse, et tu le sais, Christiane. Bref, ils n'ont pas soigné, ils ont même tué dans les maisons de retraite. Et un jour, la haute cour de justice viendra. Je vous le dis, jamais je n'oublierai ce qu'ils ont fait au peuple français. Jamais je n'oublierai ce qu'ils ont fait comme ça, à pas du gain, par conflit d'intérêts. Et vraiment, je vous le dis, nous avons tous le devoir de mémoire. C'est pourquoi j'abrogerai bien évidemment tout pass sanitaire et vaccinal. C'est pourquoi, bien sûr, je réintégrerai les soignants admirables. C'est pourquoi j'interdirai constitutionnellement le confinement, comme au Japon. C'est pourquoi je libérerai nos enfants du port du masque à l'école. Et c'est pourquoi aussi je reconstruirai un hôpital public digne de ce nom. C'est pourquoi nous ouvrirons un hôpital par département dans les zones les plus désertifiées. Nous proposerons un vrai salaire aux internes en médecine en échange de vacations dans des zones désertifiées. Nous renforcerons la médecine scolaire pour prendre soin de la santé de nos jeunes. En un mot, nous redonnerons la possibilité de soins aux Français et aux millions d'entre eux qui n'ont plus de médecins traitants au XXIe siècle. Vous le voyez, la France que je vous propose, c'est une France debout qui va dire au monde, c'est fini votre oppression, c'est fini Madame von der Leyen, rentrez chez vous, c'est fini les pressions des industriels, des oligarques, c'est le peuple qui décide pour lui-même. Et je peux vous dire qu'un air frais va venir sur la France. Mais cette France, libre, ne pourra être véritablement libre si elle n'est pas forte. Et c'est ce qui nous différencie à l'égard de certains candidats comme Jean-Luc Mélenchon, pourquoi ne pas le citer, qui n'a pas compris qu'une France ne suffit pas les concurrents, que gardez-vous pour le sol, qu'il faut éliminer dès le premier tour. C'est pourquoi, je le dis, nous sommes les partisans de la récompense du travail. Oui, je veux que les Français qui se lèvent tôt le matin soient récompensés. Je veux que chaque Français, jusqu'à 3 SMIC, gagne un mois de salaire de plus, 8%, pour lui permettre de vivre dans la dignité. Ça veut dire aussi, pour nos retraités, d'indexer les pensions de retraite sur l'inflation. Car quand on a travaillé toute une vie, on a le droit de pouvoir se chauffer, on a le droit de pouvoir manger à sa faim, et on n'est pas obligé d'aller au restaurant du cœur comme aujourd'hui, où de plus en plus de personnes âgées font la queue au resto du cœur. C'est la réalité aujourd'hui. Oui, c'est la réalité. Alors, cela veut dire des retraites dignes. Et voilà pourquoi je ne reviens pas sur la retraite à 65 ans. 64 ans pour Valérie Pécresse, 64 ans pour Éric Zemmour, qui veut dire la paupérisation de millions de retraités qui seront au RSA, qui seront expulsés de chez eux et qui auront toute leur vie jusqu'à leur mort une retraite de misère. C'est ça la réalité de la réforme. Mais me direz-vous, comment financez-vous ça? Eh bien, je le finance très facilement pour les retraités. Je supprime les 10 milliards d'euros versés en plus chaque année à l'Union européenne. Nous allons récupérer notre argent et nous allons le donner aux retraités. 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 Et nous allons
choix politique. Pourquoi verser nos économies à une organisation qui délocalise nos emplois, qui subventionne la Turquie, qui administre une Union européenne avec des bureaucrates, payer une fortune, utiliser l'argent de la peine des Français pour cela, alors que nos retraités sont dans la misère? Eh bien cet argent, on va le prendre là et on va le rendre là. C'est la solution. Une France forte, c'est une France, bien évidemment, où l'on vit en sécurité. Et je ne reviendrai pas là-dessus longtemps, tant vous connaissez notre programme, qui est un des plus complets, des plus sérieux pour renouer avec l'idéal républicain. Oui, l'ordre de Clémenceau, l'ordre de la République, car la République, ça n'a jamais été de laxisme. La République, ça n'a pas été de se faire détrousser. La République, c'est pas d'aller courir pour échapper à la racaille et se faire écraser par un tramway. Quand vous pensez que le pouvoir, la justice, les médias ont caché cette agression monstrueuse pour des raisons électorales, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et ce qui est arrivé pour ce pauvre garçon arrive tous les jours dans notre pays. Alors oui, je veux reconstruire un État républicain, recruter des magistrats, ouvrir des places de prison, changer le code pénal, en finir avec l'impunité des voyous du haut comme des voyous du bas. De même, il faudra respecter la loi en matière d'immigration. La France n'a jamais fermé les portes aux talents, n'a jamais fermé les portes à ceux qui, d'Apollinaire à Kundera, à Aznavour, à Picasso, ont incarné cette certaine idée du pays. Et croyez-moi, jamais je ne refuserai la porte à un talent qui enrichit le pays. En revanche, nous ne sommes pas là pour une immigration de prestations. Nous sommes là pour une immigration d'excellence. Et voilà pourquoi nous aurons une politique de fermeté et de justice. La force, c'est aussi d'avoir une armée qui tient la route. Une armée qui ne fait pas fabriquer ses munitions à l'extérieur comme ses masques, avec une note extravagante de Bercy que j'ai lue hier, qui nous explique qu'il n'y a plus besoin de fabriquer les munitions en France parce que le marché permet de s'approvisionner partout. Sauf en cas de guerre, évidemment, mais ça ils n'ont pas pensé. C'est quand même gênant pour une armée. 3 jours de munitions en France. 3 jours de munitions. Et après, ça se jette dans les bras de Biden, qui ne viendra pas. Voilà pourquoi nous avons heureusement la force de frappe. La dissuasion nucléaire. Mais la dissuasion nucléaire, je vous le dis, quand on est sérieux, ne vaut que pour la France. Elle ne vaut pas pour nos voisins. C'est clair, net, précis. Il faudra, bien sûr, réarmer la France, relocaliser notre production de munitions, réinventer un fusil d'assaut, acheter chez nous nos armes et non pas à l'étranger. Et cesser le projet d'avion de combat avec l'Allemagne, puisque l'Allemagne préfère acheter des F-35 américains. Nous n'avons pas vocation à être les dindons de la farce européenne éternellement. Vous le voyez, cette prospérité, cette force viendra aussi si nous sommes capables de relocaliser 1 million d'emplois. Relocaliser 1 million d'emplois, ce n'est pas simplement dire nous sommes les meilleurs. C'est permettre aux chefs d'entreprise qui le veulent, qui ont un comportement patriote, d'être récompensés de leurs gestes. Voilà pourquoi je veux diviser par 2 l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis en France, comme Trump l'avait fait aux États-Unis. Car ça, c'est concret. Un chef d'entreprise qui ouvre une usine en France, il est récompensé par la France. Un chef d'entreprise qui renvoie les dividendes aux actionnaires ou qui investit hors de France, eh bien, il paye plein pot. Et vous verrez très vite que les flux d'investissement reviendront sur la France. Car c'est la seule solution si on veut créer la richesse et la partager. Enfin, vous le voyez, nous pourrons
produire français, notamment grâce aux achats publics. 75% de la commande publique sera réservée aux fabrications françaises au bout de 5 ans. Une France libre, une France forte, mais bien sûr, nous sommes des gaullistes sociaux. Nous ne pouvons pas vivre dans un pays, en tout cas pas moi, où 10 millions de Français sont classés dans la pauvreté, où 12 millions d'entre eux n'ont pas pu se chauffer cet hiver, où au Resto du Cœur, on me disait que 40% des bénéficiaires sont des jeunes de moins de 25 ans. Voilà la réalité de notre pays. Toujours plus pour les uns, toujours moins pour les autres. La disparition des classes moyennes. Alors comment faire pour avoir une France juste, pour éviter l'assistanat, mais aider celui qui en a vraiment besoin? Cela veut dire une école du mérite qui donne sa chance à tous les enfants, qu'ils soient des quartiers populaires, des zones rurales, qui les aident à s'élever. Et je remercie les enseignants qui seront les hussards de notre République et qui ont tant à faire. Mais on va les payer. Il faudra aussi leur dire que c'est la fin de la fausse générosité à l'école, que l'objectif d'une école c'est d'apprendre, c'est pas de distraire. L'objectif d'une école c'est de rattraper ceux qui sont en retard pour leur redonner une chance, car personne n'a le même rythme d'apprentissage. Que la vocation d'une école dans un monde ouvert, c'est d'avoir différentes voies de réussite, qu'elles soient professionnelles, artistiques, et que tout le monde ne réussit pas de la même façon, au même rythme. Et c'est cette belle école de l'unité de la République que je veux reconstruire avec vous tous. Cela est très différent du projet macroniste qui a décidé de rendre l'université payante. Il l'a annoncé. Et qui a annoncé aussi, ne l'oubliez pas, que chaque collège recrutera ses professeurs, c'est-à-dire la fin de l'éducation nationale. Ça veut dire le début des inégalités encore plus fortes, la disparition du dernier creuset. Alors oui, je veux ressusciter l'école de la République, je ne veux pas la tuer. C'est l'enjeu majeur pour l'avenir. Personne au bord du chemin. Ne laissez personne au bord du chemin. C'est bien évidemment tendre la main aux personnes en situation de handicap qui sont les grands oubliés de la France et de cette campagne. Je le dis à tous nos amis, on ne peut pas continuer comme ça. Je me bats depuis des années dans ma ville, dans la discrétion, auprès des associations. Quand vous pensez qu'à l'Assemblée nationale, nous étions tous d'accord, de la France insoumise aux Républicains, des centristes aux socialistes, pour voter la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, redonner de la dignité aux personnes handicapées qui n'auraient pas à dépendre de leur conjoint, que nous étions tous d'accord sur tous les bancs de l'Assemblée. Mais un oukase est venu du sommet. Emmanuel Macron a dit non, ça coûte trop cher, ça coûte 800 millions d'euros. 800 millions d'euros. Moins que les cabinets d'études de conseil en 2021. Et vous avez tout compris. Car la politique, Pierre Mendès France le disait, gouverner, c'est choisir. Alors oui, moi je choisis la fin des cabinets de conseil et l'augmentation de l'allocation adulte handicapé. Je veux accorder une part fiscale complète aux familles qui ont un enfant en situation de handicap et pour ceux qui ne payent pas d'impôts, un supplément pour leur permettre d'élever leur enfant, car il n'y a rien de plus difficile. Je veux remettre un vrai statut pour les AESH, formation et salaire. Je veux encourager, monsieur, je vous demande de venir ici à côté de moi. Venez, je veux encourager l'apprentissage et le développement de la langue des signes. Symboliquement, à mes côtés. Merci. Car chacun a le droit au respect, d'où qu'il vienne, quel qu'il soit, quels que soient ses handicaps. Et ça, c'est la France juste. C'est tout ce que j'aime.
C'est tout ce que je veux pour mon pays. Et je ne supporte pas cette injustice alors qu'il y a tant de gâchis et tant d'assistanat inutiles. Ne laissez personne au bord du chemin. C'est aider les familles françaises, ceux qui élèvent des enfants, car croyez-moi, c'est pas toujours facile d'élever des enfants et c'est encore plus difficile quand on n'a pas les moyens. Et il faut penser à toutes ces familles qui assurent le renouvellement démographique de notre pays, toutes ces familles qui portent l'éducation des enfants, toutes ces familles qui vivent difficilement car ça coûte de plus en plus cher et que l'État aide de moins en moins les familles. Il faut une vraie politique nataliste, démographique, pour aider les familles françaises. C'est pour ça que je propose le congé parental pour les femmes et pour les hommes. Ça leur convient aussi. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment permettre l'épanouissement des enfants, car la société ne remplacera jamais les parents. Et il faut quand même vous le dire. Enfin, ne laissez personne au bord du chemin. Ce sont les territoires, oui, l'immense inégalité des territoires. Pendant ce Tour des France, et je salue tous les maires présents, que je remercie du fond du cœur, ces 600 maires qui m'ont permis d'être devant vous aujourd'hui, eh bien, j'ai pu voir à quel point encore, je le savais, mais pas ce point encore, que vous vous promenez en France et qu'il n'y a plus de téléphone. Ah oui, il y a des zones blanches partout. Comment développer des territoires quand on ne peut pas téléphoner? Comment faire de l'enseignement pendant un confinement quand il n'y a pas d'internet? Comment transmettre pour les agriculteurs à Bruxelles leurs statistiques quand ils ne peuvent pas les envoyer? Comment faire de la télémédecine quand il n'y a même pas de ligne internet ni de téléphone? Voilà la réalité du territoire français. Voilà ce qui est caché. Alors les sénateurs, qu'est-ce qu'ils foutent? Je l'aurais dit 20 fois, le Sénat, chambre des collectivités locales, doit faire en sorte que chaque Français dans les zones rurales soit relié à Internet, et le téléphone, c'est quand même la moindre des choses. Voilà pourquoi je veux nationaliser les réseaux. Et ensuite, n'oublions pas non plus, personne n'en a parlé pendant cette campagne. Les cités, la politique de la ville. Je suis élu de banlieue. Je sais aussi qu'il y a des difficultés et c'est pas parce qu'on a ravalé des immeubles et rénové des ascenseurs qu'on a réglé le problème des cités. Excusez-moi. Ce n'est pas le Covid, rassurez-vous. Je vous le dis, il faut tendre la main aussi à cette jeunesse dont les parents viennent de tous les coins du monde, qui sont français. Ceux qui ne veulent pas épouser notre langue, nos valeurs, bien sûr, repartiront chez eux. Mais la grande majorité aime la France. Et c'est vrai qu'on doit leur tendre la main, leur donner un métier, leur demander de respecter la loi. Et je peux vous l'assurer, il y a une très belle jeunesse de toutes les couleurs qui ne demande qu'à être patriote. Et je me suis rendu compte de ça encore plus quand je suis venu aux manifestations de Valor. Et je ne ferai jamais. Et je ne ferai jamais de différence en fonction du prénom de chacun, car chacun a le prénom qu'il veut. Enfin, dans le même esprit républicain, patriote, notre outre-mer, ma chère Christiane, et ceux qui viennent d'outre-mer, il y en a d'autres ici. Je crois qu'il y en a des amis de Mayotte, de la Réunion, de la Guadeloupe. Vous êtes là parce que vous êtes la France. Et vous êtes le visage de cette France qu'on aime. Alors bravo les ultramarins qui nous ont rejoints aujourd'hui. Et nous saluons nos amis de Calédonie qui n'ont pas pu venir honnêtement. Nous saluons nos amis de Polynésie. Nous saluons nos amis de Wallis et Futuna, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Guyane. Nous leur disons que oui, nous voulons réconcilier les ultramarins et la métropole qui ont été les ultramarins insultés par Olivier Véran, méprisés par le pouvoir comme jamais. Et je peux vous dire que le lien entre la métropole et l'outre-mer a été distendu très gravement et qu'il y a urgence
à recoudre ce lien pour que l'on n'ait pas des désagréments futurs graves. Il est important de parler aux ultramarins et de les considérer par des actes et des preuves d'amour. C'est maintenant. Vous le voyez, les amis, la France que j'aime, c'est une France qui parle au monde. Ce n'est pas une France rétrécie sur le cap européen. Bien sûr, nous devons parler à nos voisins. Bien sûr, nous devons travailler avec nos voisins. Bien sûr, nous avons des coopérations et une civilisation à défendre. Mais nous parlons au monde entier. Et ce monde multipolaire que le général de Gaulle avait voulu en pleine guerre froide, imaginez l'audace, la vision. Alors même que ce monde multipolaire dont il a rêvé, qu'il a anticipé, est là, sous nos yeux, avec l'Inde, avec la Chine, avec les grandes puissances africaines, avec les grandes puissances d'Amérique du Sud. Le phare français, il n'éclaire plus rien. Il ne dit plus rien. Moi, je veux que la lumière française se rallume sur le monde. Que partout dans le monde, la France est de retour. Alors, la France est de retour par sa langue, par la francophonie. Car oui, nous sommes une grande puissance mondiale et nous avons à parler au monde francophone. Voilà l'ambition que j'ai pour la France. Une France libre, forte, juste, grande, qui parle au monde. C'est un idéal magnifique pour notre jeunesse. Nous transmettons le flambeau aujourd'hui à toute cette jeunesse. Je le dis, le combat pour l'indépendance est né aujourd'hui, avec vous tous ici présents, Florian, Charles-Henri et les autres, tous ces mouvements qui vont, tels que ruisseaux, faire une grande rivière. Le 10 avril, c'est une première étape. Ça dépend de vous. Je vous le dis, le 10 avril, jeudi, vendredi, samedi, 4 jours. 4 jours. 4 jours pour, non pas convaincre, j'espère que vous êtes convaincus, mais en convaincre d'autres. 4 jours où le destin de la France va se jouer à pile ou face. Non. 4 jours où le cerveau des Français va se rallumer. 4 jours pour inverser le cours des choses. Mais quel plus beau combat nous menons. Quelle chance nous avons. Quel honneur nous avons. Ne soyez pas pessimistes sur l'avenir du pays. Si je vous vois ici tous, cela veut dire que la France vivra. J'en suis absolument certain. Et je veux simplement vous dire que mettre un bulletin à mon nom dans l'urne, c'est défendre la liberté, c'est la promouvoir, c'est la garantir, c'est la faire vivre. Vive la France, vive la République, vive la liberté. Alors, une Marseillaise. Une très belle Marseillaise, nous avons un chanteur extraordinaire. Le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos montagnes rugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, tournez vos bataillons, marchons, marchons, d'un sang impur, à preuve de nos sillons. Nicolas,
Maillé. Allez. Mettez-vous chez lui. Attends.